Et c'est l'heure du bulletin Afrique sur la radio numéro 1 sur l'info Le Sport. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Thierry Angeval. Madame, Monsieur, bonjour. Les dirigeants africains présents à Kigali pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont signé l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Le plus dur commence désormais avec la ratification du projet, nous dit Fleur Kofi. Selon le site d'information jeunafrique.com, l'accord prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange continentale a été signé ce mercredi lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de Kigali. Les tests présentés par les dirigeants africains à Kigali sont l'aboutissement de 2 ans de consultations menées sous l'égide du président du Niger, Mahamadou Issoufou, en charge des travaux et des consultations depuis janvier 2016. 3 accords ont été signés mercredi, celui sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali, déclaration solennelle de fin de sommet. Ce projet de zone de libre-échange continentale, une des pierres angulaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est en discussion depuis 2012 et avoisinerait 2500 milliards de dollars de PIB cumulé. Selon le test signé mercredi, pour entrer en vigueur, le test devra être ratifié par un minimum de 22 pays. La zone de libre-échange doit également faire face à l'absence du Nigeria, première économie du continent, dont le président a annoncé dimanche qu'il ne se déplacerait pas au sommet de Kigali pour poursuivre les consultations internes sur le projet. L'objectif établi pour une entrée en vigueur de l'accord est fixé à janvier 2019. Un timing que plusieurs pays, à commencer par l'Afrique du Sud, jugent trop juste pour accomplir le processus de ratification et régler les questions juridiques en interne tout en préparant l'élection prévue pour 2019. Le dialogue intertogolais suspendu le 23 février dernier pour un agenda chargé du facilitateur doit reprendre. On annonce l'arrivée probable dans la capitale togolaise de Nana Akufo-Addo, président du Ghana, la semaine prochaine. Dinebou Karamoko. Le temps de la suspension a semblé long pour les Togolais, mais les choses commencent à se préciser après la rencontre de l'envoyé spécial de Nana Akufo-Addo avec la mouvance présidentielle et la coalition de l'opposition. Les 2 protagonistes, selon le représentant du facilitateur, ont trouvé un compromis afin que le dialogue reprenne effectivement la semaine prochaine. Cette reprise du dialogue intervient au lendemain de la sortie de la communauté internationale, invitant pouvoir et opposition à une discussion de fond sur les réformes constitutionnelles et électorales en vue de parvenir à un accord dans l'intérêt de tous les Togolais. La pression des Nations Unies et de l'Union européenne a payé, en ce sens que dans les 2 camps, on se dit disponible à trouver un compromis à travers le dialogue. Ce dialogue, rappelons-le, entamé le 19 février dernier, a été suspendu après la 2e séance. 2 principaux points étaient sur la table. Au moment de cette suspension, l'arrêt du processus électoral en cours sans l'avis de l'opposition et la lancinante interrogation sur la présentation de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle de 2020. Faure Gnassingbé en est aujourd'hui à son 3e mandat, ayant été réélu lors des scrutins contestés par l'opposition en 2010 et 2015. La crise qui secoue le Togo depuis septembre a débuté par des marches populaires pour demander la démission du président. Dinebou Karamoko. On part avec Abou Sila qui nous apprend qu'au Nigeria, une centaine d'écolières enlevées le 19 février dernier par des militants islamistes de Boko Haram à Dapchi, dans le nord du pays, ont été ramenées hier matin à leur école par leurs ravisseurs. Les filles ont été ramenées dans 9 véhicules et déposées devant l'école vers 8h, soit 7h GMT, a affirmé Bachir Manzo, qui dirige une association d'aide aux parents des enfants enlevés, en ajoutant que les autorités devraient procéder à un décompte précis des filles libérées, rapporte IZF.net. Le responsable a expliqué avoir une liste des filles manquantes avec lui et là, il s'est rendu à l'école pour faire l'appel et voir si certaines d'entre elles sont toujours disparues. Il indique que pour l'instant,
enfants. Au moins une d'entre elles est décédée pendant sa captivité. Selon M. Manzo, les filles n'étaient accompagnées d'aucune force de sécurité. Leurs ravisseurs les ont juste déposées et sont partis sans parler à quelqu'un. Cette libération a été confirmée par un autre père de famille qui affirme de son côté que toutes ont été libérées, sauf quelques-unes qui ne sont plus en vie. Des combattants présumés du groupe de Boko Haram, affiliés au groupe de l'État islamique, avaient mené le 19 février un raid sur le pensionnat de l'école pour filles de Dapchi dans l'État de Yobe et étaient partis avec 110 jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Ce drame s'est déroulé dans des circonstances quasi identiques au kidnapping de Chibok en avril 2014 où plus de 200 lycéennes ont été enlevées, déclenchant une vague d'émotions mondiale. Autre situation d'enlèvement, on part au Sénégal, à Dakar précisément. La police nationale a annoncé mardi des mesures fortes de sécurité pour venir à bout des enlèvements répétés d'enfants enregistrés ces dernières semaines au Sénégal, promettant de traquer et de mettre à la disposition de la justice les délinquants à l'origine de ce phénomène. Asta Sidibé. Le directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, s'exprimant mardi lors d'un point presse, a présenté ses condoléances aux familles des victimes avant d'assurer aux citoyens de manière générale que les délinquants concernés, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Suite à une psychose née de nombreux enlèvements d'enfants constatés ces derniers jours au Sénégal, la police nationale a décidé de mesures fortes de sécurité pour faire face aux problèmes, selon le commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop. Il a évoqué 2 meurtres d'enfants à Touba et Rufisque, 5 tentatives d'enlèvement à Matam au nord, Grand Yoff et Rufisque, dans la région de Dakar. Selon le directeur de la sécurité publique, la police nationale a été dotée d'un renfort consistant en effectifs et également en moyens matériels, beaucoup de véhicules, pour faire face à ces faits délictuels. Il assure que les hommes qui sont en civil sont plus nombreux que les hommes qui sont en tenue, ce qui explique l'interpellation rapide des fauteurs de troubles en un temps record. L'État a mis à disposition de l'autorité de police les moyens roulants nécessaires pour faire face à certaines situations, a indiqué le commissaire de police divisionnaire Abdoulaye Diop. L'État donc a réuni des moyens forts, des moyens cohérents et a mis sur place une task force qui est en train de piloter le dispositif de lutte contre l'enlèvement des enfants. Il signale que la police s'est inscrite une démarche de proximité qui n'exclut pas les personnes ressources. Si l'on en croit le directeur de la sécurité publique, au niveau des entrées et sorties des frontières, il y a eu des renforts conséquents. Il y a aussi des moyens de communication qui ont été mis en place par l'État afin de trouver des solutions à certains problèmes qui se posent au niveau des zones périphériques. On termine en Égypte. L'étau se resserre autour des journalistes étrangers. Depuis 3 semaines, les médias en Égypte travaillent dans un climat de tension sans précédent. Les autorités du Caire ont lancé une série d'avertissements, de mise en demeure et de poursuites judiciaires à l'égard de plusieurs titres de presse et journalistes égyptiens et étrangers. Charles Cablan. L'avertissement le plus sérieux est venu du procureur général égyptien. Ce dernier a publié un communiqué qui ordonne à ses services de surveiller les médias et les réseaux sociaux pour appréhender ceux qui diffusent volontairement des informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'intérêt de l'État. Il demande également aux services en charge des médias et des réseaux sociaux de rapporter au parquet toute violation des chartes médiatiques. Des journalistes ont aussi fait l'objet de menaces ou de poursuites. L'organisme général de l'information, chargé notamment de l'accréditation des médias et des journalistes étrangers, a accusé la BBC de diffusion d'un reportage mensonger sur la répression de la contestation. La directrice du bureau de la chaîne britannique a été convoquée et la publication d'excuses a été exigée. Autrement, la situation de la BBC en Égypte sera examinée. Un présentateur vedette de la télévision étatique a par ailleurs été placé en garde à vue pour 4 jours pour diffamation du ministère de l'Intérieur. Enfin, 2 jeunes journalistes ont été arrêtés à Alexandrie alors qu'ils faisaient un reportage sur le tramway rénové pour travail sans permis. Les accusations de conspiration contre l'Égypte ont été largement reprises par une bonne partie des médias égyptiens. Résultat, la défiance s'est installée à l'égard des titres de presse étrangers. Ce climat s'étend aux médias égyptiens qui sont désormais aussi regardés avec méfiance par l'homme de la rue. Merci à toutes et à tous de votre attention.